Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des investisseurs particuliers. Que comprendre des attentes et des préoccupations des investisseurs particuliers en ce moment? La réponse nous est apportée grâce à une enquête menée régulièrement par les équipes d'Ociam, et le directeur général adjoint aux investissements et aux opérations d'Ociam est avec nous en plateau. Luc Dumontier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, c'est intéressant parce que vous commencez à avoir un peu de recul. Ociam mène déjà depuis plusieurs années. Alors là, c'est une enquête semestrielle, c'est ça, pour comprendre un petit peu les préoccupations, la vision de marché également des investisseurs particuliers. Et donc, vous arrivez avec la dernière livraison de cette grande enquête. Peut-être un mot quand même sur la méthodologie, comment ça fonctionne et quel type de questions ou de questionnements est-ce que vous allez chercher justement auprès des particuliers investisseurs, comme vous les appelez, Luc. Oui, alors tout à fait. Donc, Ociam a effectivement créé un baromètre de confiance des investisseurs particuliers français à l'égard des marchés financiers, en partenariat avec l'Institut de sondage CSA depuis 2013, donc depuis longtemps, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc l'idée, c'est d'avoir un échantillon représentatif de la population selon les 4 axes principaux, à savoir le sexe, l'âge, la situation professionnelle et la région. Et par ailleurs, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est de nous adresser aux investisseurs particuliers. Et pour cela, on demande 3 critères principaux. Donc le premier, c'est qu'ils doivent être investis sur les marchés financiers, notamment avec une épargne investie supérieure à 20 000 euros. Le deuxième critère, c'est qu'ils doivent être relativement actifs sur les marchés financiers avec des opérations en moyenne supérieures à 3 par mois. Et le troisième critère qu'on leur demande, c'est qu'ils soient aguerris, donc qu'ils se disent eux-mêmes aguerris. Et c'est à partir de cet échantillon, effectivement, que l'on a nos résultats. Oui, on ne se déclare pas particulier investisseur, en tout cas dans la population que vous ciblez, pour être le plus pertinent possible. Non, il y a des critères à respecter. Il faut qu'il y ait du skin in the game quand même. Il faut qu'il soit investi et en jeu dans le marché. Voilà, il y a des critères objectifs, donc les 2 premiers, l'épargne investie et le turnover de leur portefeuille. Il y a un critère un peu plus subjectif qui est « je me considère comme quelqu'un d'aguerri sur les marchés financiers ». Quel type de questions alors récurrentes justement vous leur posez pour avoir un regard un peu historique justement sur les enjeux qui concernent les particuliers investisseurs? Alors il y a deux grands types de questions. Le premier jeu de questions, on demande aux investisseurs finalement leur confiance, leur degré de confiance à l'égard des grandes classes d'actifs. Alors, quelles sont ces grandes classes d'actifs? Il y a les actions américaines, européennes, émergentes, les obligations d'entreprises américaines, européennes, les obligations gouvernementales, les matières premières, l'immobilier, les investissements alternatifs, etc., etc. Donc, on leur demande... est-ce que vous pensez que ça va monter ou baisser avec un score qui va de 0 à 100? On leur demande aussi, est-ce que vous pensez que ce mouvement va se faire avec plus ou moins de volatilité que précédemment? Avec un score également qui va de 0 à 100, 100 étant avec beaucoup plus de volatilité, 0 avec quasiment pas de volatilité. Et le deuxième grand jeu de questions, ce sont des questions qui ont trait à l'actualité. On demande aux investisseurs quel type d'événement est susceptible d'avoir un impact sur leurs investissements. Évidemment, on en parlera probablement tout à l'heure, les thèmes type géopolitique, macroéconomie, avec la hausse des taux d'intérêt, de l'inflation, etc., sont beaucoup ressortis. Quels sont les facteurs qui vont guider ou vous permettre d'établir votre stratégie d'investissement? C'est un peu ça l'idée dans les questions. Oui, exactement, tout à fait. On va y revenir, mais moi... Vous êtes, alors Ociam, il faut le dire d'un mot, en plus spécialiste du Smart Beta, donc c'est ça l'histoire d'Ociam. Vous êtes affilié Natixis, vous êtes des investisseurs professionnels, il y a de l'ingénierie, il y a de la technologie chez Ociam. En quoi la vision de marché des particuliers vous intéresse, Luc? Alors moi, ce sondage... C'est toujours intéressant, mais là, dans le domaine professionnel... Alors ce sondage m'a particulièrement intéressé dans la mesure où c'est la première fois que je vois vraiment concrètement les biais cognitifs auxquels sont soumis
les investisseurs. Alors dans ce cas-là particulier, donc moi je viens du monde de la gestion quantitative, de la recherche, j'ai lu beaucoup de littérature académique, j'en ai écrit moi-même, et ça c'était un peu dans les livres, on va dire. Et là c'est la première fois que je le vois concrètement, ces biais cognitifs. Et ça m'a particulièrement intéressé. Donc si je peux... Bien sûr, il faut expliquer. C'est quoi les biais des particuliers? Mais enfin, je veux dire, on est tous particuliers, mais même pour les professionnels, j'imagine que c'est intéressant là. Alors, donc nous, on a, enfin, en lisant cette étude avec mon œil neuf, parce que j'ai rejoint OSIAM il y a seulement 9 mois en fait, j'ai ressorti 4 grands biais comportementaux. Donc le premier, il est bien connu, c'est le biais d'optimisme. Et d'ailleurs, quelqu'un sur votre plateau tout à l'heure disait les particuliers pensent que les marchés sont faits pour monter. Et voilà. Bon, ben c'est exactement pas mal de professionnels le pensent aussi, je crois. C'est ce qu'on appelle la prime de risque quand même. Mais bon, à long terme. Là, c'est quand même à horizon 12 mois. À chaque fois, j'ai regardé tous les sondages depuis 2013, à chaque fois, les investisseurs particuliers pensent que les marchés vont monter sur les 12 prochains mois. Et là, alors le sondage a été réalisé juste avant le déclenchement de la guerre. Donc, prendre les chiffres un peu... Nuance importante, effectivement. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces biais sont persistants dans le... Dites, vous avez un recul de plusieurs années d'historique sur cette enquête. Donc en moyenne, leur score de confiance était de 57. De 0 à 100. Donc ils pensaient que les marchés allaient monter. Alors le deuxième biais qui est vraiment intéressant, c'est le biais d'optimisme. En moyenne... Ça, c'était le premier, biais d'optimisme. Le biais d'optimisme. Le deuxième, c'est le biais domestique. Le biais domestique, c'est qu'en moyenne, ils sont encore plus confiants sur les classes d'actifs domestiques, donc par exemple les actions européennes, qu'ils ne le sont par exemple sur les actions américaines qui leur semblent un peu plus éloignées. Et c'est pas juste le sondage de février, c'est sondage après sondage que l'on peut constater ce biais domestique. Donc juste pour vous donner un chiffre, le score de confiance était de 64 pour les actions européennes, seulement de 59 pour les actions américaines. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Alors ensuite, il y a un troisième biais qui est finalement le biais de persistance. Donc en général, à l'origine des phénomènes de momentum sur les marchés financiers. Et donc en février, donc on se replace en février, et les investisseurs particuliers français étaient encore plus confiants, enfin la classe d'actifs pour laquelle ils étaient le plus confiants sur les 12 mois à venir étaient les matières premières. Et ils pensaient que cette hausse qu'ils anticipaient allait se faire avec la volatilité la plus élevée de toutes les classes d'actifs. Donc on peut dire qu'en ce sens... Ils ne se sont pas totalement trompés là-dessus. Ils ne sont pas tout à fait trompés là-dessus. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant. Et le quatrième biais, c'est le biais d'aversion pour le risque. Alors c'est quoi? C'est que, en moyenne, ils sont confiants, mais ils pensent toujours que ce mouvement de hausse va se faire avec plus de volatilité. Ce qui est un peu paradoxal, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ils pensent vraiment que les classes d'actifs pour lesquelles ils sont le plus confiants, par exemple les actions européennes, vont être les plus volatiles. Et ça, c'est un peu paradoxal dans la mesure où on sait que les marchés montent plutôt avec une plus faible volatilité et baissent avec une plus forte volatilité. Donc ça illustre vraiment ce comportement... ces distorsions psychologiques qu'on peut avoir. Et nous, ça nous intéresse tout particulièrement parce qu'en tant que gérant quantitatif, ce qu'on cherche à capter... en particulier, ce sont des stratégies qui viennent bénéficier des biais structurels des investisseurs, tels que par exemple le momentum qu'on met en place dans certaines stratégies. Et on a vu, alors là, l'échantillon est français et on parle d'investisseurs, mais on a vu le poids du retail dans le marché américain depuis mars 2020, depuis les mêmes stocks, depuis GameStop, etc. Ça devient une vraie partie prenante du marché qui peut faire jeu égal avec certains gros acteurs de marché aujourd'hui. Tout le monde ensemble. Tout à fait. Donc ça devient effectivement une population clé à suivre dans les marchés. Sur les questions d'actualité, là, quelles sont les questions alors, que vous avez posées sur cette livraison d'enquête? Alors on a posé plein de questions, mais grosso modo... moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est de voir que les investisseurs particuliers français étaient effectivement très intéressés, pensaient que leur décision d'investissement allait fortement dépendre de ce qui allait se passer sur les événements macroéconomiques, type hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt. Et ils ont quand même été 68% à dire que ça allait les impacter. Et le contexte géopolitique, évidemment, c'était quand même déjà... c'était près la guerre. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et ce qui
m'a aussi beaucoup intéressé, c'est le fait qu'il se soit déclaré aussi très intéressé, mais ça on le sait, c'est un thème qui émerge depuis maintenant pas mal d'années, sur les questions d'investissement durable et tout particulièrement de biodiversité. 55% des particuliers investisseurs français ont déclaré qu'ils étaient intéressés ou très intéressés pour investir dans des solutions d'investissement autour de la thématique biodiversité. Alors, je précise, vous leur posez la question spécifiquement sur la biodiversité, c'est ça. Hein, c'est pas eux qui mettent la biodiversité tout seuls comme ça. Non, mais si, mais c'est intéressant parce que, alors, on discute régulièrement avec les équipes d'Ociam. Ça fait quelque temps déjà que vous êtes saisis de cette question de la biodiversité. C'est-à-dire que l'enjeu climatique, je ne vais pas dire qu'il est dépassé, il est toujours là et l'urgence est là plus que jamais, mais l'enjeu climatique, il s'élargit aujourd'hui à la biodiversité dans son ensemble. Oui, tout à fait. Alors il s'élargit et il est interconnecté avec les sujets d'augmentation des gaz à effet de serre, puisque bien souvent, la dégradation de la biodiversité a un impact sur cette dégradation, sur ces émissions plus fortes de gaz à effet de serre. Et vous me disiez même, Luc, c'est des petits signaux faibles, mais qui ne trompent pas. J'avais raté cet épisode dans le débat d'entre-deux tours de la présidentielle française, mais vous avez compté le mot biodiversité a été utilisé trois fois par les candidats. Enfin, lors du débat d'entre-deux tours, effectivement, les candidats ont utilisé à 3 reprises le mot biodiversité. Et ça, c'est un signal faible. Je pense qu'il y a 5 ans et encore avant, on n'aurait jamais parlé. Donc les politiques, on sait bien qu'ils ont à la bouche les mots que, évidemment, les gens veulent entendre, et ça reflète une vraie tendance. Il faudra que vous reveniez, Luc, parce qu'on n'a plus le temps. Il faudra que vous reveniez pour qu'on évoque la manière dont Ociam, justement, traite ces questions de biodiversité. Surtout qu'on est pionnier sur le sujet. Je sais bien. On en parle avec vos équipes régulièrement, mais on se retrouvera pour revenir sur la manière dont les investisseurs vont devoir, et vous avez commencé à le faire chez Ociam, vont devoir appréhender ce thème de la biodiversité dans le sillage du climat. On est toujours sur des enjeux ESG qui ne font que monter aujourd'hui. Luc Dumontier qui était à nos côtés pour le quart d'heure thématique ce soir, directeur général adjoint aux investissements et aux opérations d'Ociam.